Un petit garçon noir envoie un signal secret à son chien. Le juge, sous le choc, arrête la salle d'audience. La salle d'audience était pleine à craquer. L'atmosphère était un fouillis de voix chuchotées et d'yeux aveuglants. Les appareils photos clignotaient sans relâche, leurs lumières vives et fulgurantes peignant l'air d'une lumière crue et intermittente. Les journalistes griffonnaient furieusement, l'encre coulant sur leurs bloc-notes, avec le désespoir d'hommes et de femmes qui comprenaient que leur gagne-pain dépendait de la capture de chaque détail de ce spectacle. L'odeur d'eau de Cologne et de sueur se mêlait à une odeur nauséabonde et âcre, manifestation olfactive de la tension qui étouffait la salle. Assis à la table des accusés se trouvait Marcus Grant, la posture raide, mais sans l'arrogance ni la froideur décrites par ses accusateurs. C'était la rigidité d'un homme accablé, les muscles contractés contre le tremblement incessant de panique qui rugissait sous sa peau. Ces yeux-là, autrefois brillants des joies banales de la paternité et d'une carrière sans éclat, portaient désormais l'ombre pesante des nuits blanches et des accusations sans fin. Son nom, son existence même, avait été traîné dans la boue et le vitriol par les médias bien avant même le début de ce procès. Pour eux, il était déjà coupable, le père monstrueux qui avait commis des crimes innommables, et il se nourrissait de ce récit avec une faim dévorante. Les lèvres de Marcus se pincèrent, s'efforçant de retenir les mots. Des mots qu'il craignait de trahir, de transformer sa propre voix en une arme supplémentaire utilisée contre lui. Il avait vite appris que la vérité importait peu quand le monde avait déjà pris sa décision. Les médias l'avaient dépeint comme un méchant, et le jury, le regard circonspect mais curieux, avait probablement été empoisonné par le défilé incessant de gros titres ternissant sa réputation. Il pouvait presque sentir leurs suspicions vives et froides comme des lames pressées contre sa peau. À côté de lui était assis son avocat, Victor Hayes. Homme aux cheveux poivre et sel, sa présence projetait une autorité sereine, même dans la tempête chaotique de l'examen public. La réputation de Victor était formidable. Il était connu pour remettre en question les fondements mêmes du système judiciaire lorsque cela était nécessaire. Là où d'autres voyèrent des affaires perdues de vue, Victor voyait des occasions de démolir les cadres défaillants qui corrompèrent la vérité. Sa réputation avait été durement acquise au fil des années, passée à démanteler les machinations sournoises de ceux qui abusaient du pouvoir, et il en était venu à croire que la vérité, aussi profondément enfouie soit-elle, pouvait toujours être exhumée avec suffisamment de persévérance. Le regard perçant de Victor scrutait la salle avec une intensité mesurée et calculée. Son esprit décortiquait déjà chaque expression, chaque indice de langage corporel, les classant pour les utiliser au moment opportun. Ils savaient à quoi ils avaient affaire. Marcus n'était pas seulement un homme accusé, il était la proie d'un système qui avait déjà établi sa culpabilité. Mais Victor avait fait carrière en défiant les attentes, en transformant des batailles perdues en témoignages de résilience. De l'autre côté de la salle, le procureur Samuel Price se tenait debout, le regard fixé sur le public, dans une posture d'une sérénité délibérée. L'éclat de ses yeux reflétait non pas la justice, mais l'ambition, une soif de prédation aiguisée par des années de manœuvres politiques. Pour Price, ce procès n'était pas une question de vérité ou d'équité, il s'agissait de pouvoir. Il s'agissait d'obtenir son ticket d'or pour le siège de gouverneur, une ascension qu'il avait méticuleusement planifiée depuis des années. La réputation de Price s'était bâtie grâce à sa quête incessante de conviction, ses tactiques souvent impitoyables, ses ambitions transparentes pour ceux qui se donnèrent la peine de les regarder. Son sourire, lorsqu'il s'en laissait aller, relevait davantage de la performance que de la sincérité. Et tandis qu'il préparait sa déclaration d'ouverture, son regard se porta brièvement sur Marcus et Victor, ses lèvres se tordant d'une expression presque amusée. Pour lui, c'étaient des obstacles à écraser sous le poids de sa performance orchestrée. Le marteau frappa, un coup de tonnerre qui réduisit la salle au silence. Les voix des spectateurs s'éteignirent, ne laissant flotter dans l'air qu'un léger bourdonnement résiduel d'anxiété. Le juge Harold Carter présidait le procès,
les mains aussi propres que sa réputation sans tache. Son visage portait les marques de l'âge et de l'expérience, son regard fixe et impartial, ou du moins aussi proche de l'impartialité que quiconque pouvait en avoir. Il était connu pour son intégrité, une qualité rare dans un système si souvent entaché par la corruption et les compromis. La voix du juge Carter était rauque mais ferme, un ton qui ne laissait place à aucune contestation. « Nous ferons régner l'ordre dans ce tribunal. » L'ordre résonna, ces mots recouvrant la salle comme une couverture froide. Mais l'ordre était la dernière préoccupation de quiconque. L'odeur de tension était épaisse et écœurante, le silence de la salle, aussi volatile que de l'essence attendant une allumette. Chacun savait que cette affaire était plus qu'un simple procès. C'était un spectacle, une scène où les agendas s'affrontaient et où les réputations se forgeaient ou se détruisaient. Des accusations de pots de vin, de complot et de corruption flottaient dans l'air tel un brouillard empoisonné, le souffle même de la salle d'audience étant souillé par des forces puissantes manipulant les rouages de la justice en coulisses. Victor avait passé des mois à retracer les sombres voies d'influence qui serpentaient à travers le système judiciaire telles des racines envahissantes. Il avait découvert des liens entre des politiciens de haut rang, des représentants des forces de l'ordre et des intérêts commerciaux, tous impatients de voir Marcus Grant croupir en prison. Pourquoi? Parce que Marcus était tombé sur quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Quelque chose qui avait dessiné une cible dans son dos, une vérité trop dangereuse pour que ceux au pouvoir la laissent éclater au grand jour. Et maintenant, alors que les yeux du monde entier étaient braqués sur lui, Marcus ne pouvait que s'accrocher au faible et fragile espoir que Victor Hayes suffirait à le sortir de l'obscurité. 2 semaines plus tôt, Marcus travaillait comme chauffeur routier pour l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques de la ville, Horizon Labs. Le travail était épuisant et monotone, des heures et des heures passées sur la route, avec pour seule compagnie ses pensées et le vrombissement du moteur. Son travail était simple, transporter des marchandises sans jamais poser de questions. Le contenu des caisses ne le regardait pas, et il n'était pas censé s'en soucier. C'était juste un salaire de plus, un moyen de subvenir aux besoins de sa fille et de préserver sa vie fragile de la destruction. Mais ce soir-là, sa routine habituelle avait été perturbée par un changement soudain et de dernière minute dans son itinéraire de livraison. La voix de son répartiteur avait grésillé à la radio, tendue et incertaine, lui ordonnant de rediriger son camion vers un entrepôt isolé à la périphérie de la ville. L'endroit était inconnu, enfoui au cœur d'un réseau de routes envahi par la végétation et de complexes industriels en ruine. Tandis que ses phares perçaient l'obscurité croissante, Marcus ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose clochait profondément. Mais il n'était qu'un chauffeur, un rouage d'une vaste machine insensible. Son travail consistait à livrer et pas à remettre en question. L'entrepôt surgissait de la nuit tel une relique oubliée, sa structure rouillée et usée par les intempéries, le genre d'endroit où les secrets s'éteignent. Alors qu'il garait le camion et descendait de la cabine, son souffle embrumait l'air, le froid lui rongeait la peau. Personne ne l'accueillit au portail, et lorsqu'il se fraya un chemin à l'intérieur était plongé dans l'ombre, seulement troublé par la faible lueur des néons qui s'échappaient d'une pièce lointaine. Ses pas résonnaient tandis qu'il avançait dans le labyrinthe, chaque craquement de métal et chaque frottement de bottes amplifiant son malaise. Il était censé rencontrer quelqu'un, un contremaître dont il ne se souvenait plus du nom. Mais plus il s'aventurait, plus il devenait clair qu'il ne s'agissait pas d'un dépôt ordinaire. Des voix s'élevaient de la pièce éclairée, basses et colériques, le genre de son qui lui picotait la nuque. La curiosité l'emportait sur la prudence. Il se glissa vers la source du bruit, se glissant derrière un amas de caisses rouillées qui empestaient le moisi et le vieux métal. De sa cachette, il les aperçut. Des silhouettes imposantes dont les visages étaient des incontournables des journaux télévisés et des rapports financiers. Des hommes et des femmes, vêtus de costumes sur mesure, valant plus que son salaire annuel. Leurs expressions déformées par un mélange de frustration et d'avidité. Ils parlèrent d'un médicament récemment approuvé,
Leurs mots étaient concis et posés. C'était censé être un traitement révolutionnaire, un miracle pour les patients malades. Mais sous leur rhétorique raffinée se cachait quelque chose de bien plus sombre. Des rapports d'effets secondaires graves, des décès passés sous silence, avec une efficacité née de la corruption. Pire encore, les preuves de ces effets avaient été étouffées par des responsables médicaux corrompus et des personnalités politiques de haut rang, avides de toucher leur part. La conversation était imprégnée d'arrogance, de leur assurance en leur pouvoir intangible. Les mains de Marcus tremblaient lorsqu'il leva son téléphone, l'appareil paraissant absurdement fragile sous le poids de la vérité qu'il s'apprêtait à capturer. Ses doigts planaient sur le bouton d'enregistrement, son esprit hurlant que c'était de la folie. Mais il ne pouvait ignorer l'énormité de ce dont il était témoin. Son pouce appuyait, l'objectif du téléphone dépassant juste au-dessus du bord de la caisse, capturant des bribes de leur conversation. Sa respiration était superficielle, son pouls battant à tout rompre. Il savait qu'il ne lui restait que quelques instants avant que quelqu'un ne remarque sa présence, avant que tout ce qui lui était cher ne lui soit arraché. Il regagna son camion en titubant avec l'urgence d'un homme fuyant un immeuble en feu, les jambes faibles, la tête qui tournait sous les implications de ce qu'il venait d'enregistrer. Il quitta cet entrepôt avec une intensité débordante, les mains serrées autour du volant comme une bouée de sauvetage. Les lumières de la ville s'étendaient devant lui, indifférentes et froides. Le lendemain, son monde s'écroula. Sa maison fut cambriolée alors qu'il faisait ses courses, la porte entr'ouverte comme une invitation moqueuse. Ses affaires étaient éparpillées, les tiroirs renversés, les photos de sa fille déchiquetées et abandonnées comme des confettis sur le sol de la cuisine. Son téléphone avait disparu, les preuves accablantes désormais perdues dans le néant. Mais pire que la destruction de sa maison, c'était le message qui lui avait été délivré si clairement. Il savait qui il était. Il savait ce qu'il avait vu. Les menaces ont suivi. Des appels sur sa ligne personnelle, des voix calmes et mesurées, l'avertissant de se taire s'il tenait à sa vie, s'il voulait que sa fille grandisse auprès d'un père. Puis les accusations ont commencé, des accusations fabriquées de toutes pièces de détournement de fonds et d'agression, des histoires si complexes qu'elles ressemblaient à une parodie grotesque de la vérité. Les médias ont dévoré les allégations, transformant son nom en une aussi facile à mépriser qu'à oublier. Ses employeurs chez Horizon Labs ont coupé les ponts avec lui en quelques jours, prétextant qu'il ne pouvait se permettre d'être associé à quelqu'un de sa trempe. Ses amis ont cessé de les rappeler, leur voix teintée de doute dès qu'il parvenait à les joindre. Ceux qui osaient parler en sa faveur étaient réduits au silence par l'intimidation ou la corruption. Marcus était pris au piège d'un cauchemar de manipulation, chaque issue étant scellée par des mains puissantes déterminées à le voir enterré. Alors, assis dans la salle d'audience, Victor Hayes s'exprimait avec fougue et précision. Ses mots tranchaient sur la tension étouffante, présentant les preuves de la corruption politique avec l'habileté d'un chirurgien exposant des tissus malades. Mais chaque fois qu'il abordait un sujet accablant, la voix de Samuel Price intervenait, ses objections polies et implacables, tranchant la vérité comme une lame aiguisée pour la destruction. Le juge Carter rejetait les objections de Price la plupart du temps, mais il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont son regard se tournait parfois vers la galerie, son regard tressaillant, comme s'il avait conscience de la présence d'observateurs invisibles. Le matin se fondait sur l'après-midi, la tension s'accentuant à chaque minute qui passait. La présentation de Victor prenait un tour dévastateur, ses preuves les plus puissantes étant gardées en réserve comme une arme destinée à frapper lorsque les défenses de ses ennemis étaient au plus bas. Mais au moment où Victor s'apprêtait à porter le coup final, un bruissement retentit au fond de la salle d'audience. Le son était faible mais persistant, attirant l'attention de tous les présents. Un garçon d'à peine 10 ans se faufila dans la foule, sa présence détonnante au milieu de la marée de costumes et de visages sévères. Ses vêtements étaient usés, le tissu s'effilochait aux coutures,
et il serrait dans ses bras un chien galeux au pelage noir et raide. Le regard de l'enfant était fixe, une lueur de défi brûlant dans ses yeux que personne d'aussi jeune ne devrait avoir apporté. Quelle que soit la raison de sa présence, il était clair qu'il détenait une part de vérité que personne ne s'attendait à trouver. Le garçon s'appelait Élie. Son arrivée fut comme une pierre jetée dans une eau calme, des ondes de curiosité et de confusion se répandant dans la pièce. Ses vêtements étaient en lambeaux, le tissu usé par les épreuves, mais son regard exprimait une détermination bien trop vieille pour son âge. Sous les ourlets effilochés et la peau tachée de poussière, il y avait une résilience dans sa posture, un courage qui défiait les regards hostiles braqués sur lui. Son chien marchait docilement à ses côtés, ses pattes claquant doucement sur le sol en marbre poli, sa fourrure noire et raide emmêlée, mais ses sens aiguisés, constamment en mouvement pour appréhender la pièce. Personne ne lui prêta attention au début. Après tout, il n'était qu'un enfant dans un lieu réservé aux adultes et à leurs jeux de pouvoir et de politique. On chuchotait, on se donnait des coups de coude, on se demandait pourquoi les huissiers avaient laissé un couple aussi débraillé entrer dans les salles sacrées de la justice. Mais il y avait quelque chose de délibéré dans la façon dont Elijah se déplaçait, son regard fixé sur Victor Hayes comme s'il avait mémorisé l'essence même de l'homme. Il serra la fourrure de son chien, ses doigts se crispant en signe d'encouragement ou peut-être de désespoir. La voix de Victor s'était intensifiée, son argumentation avançant comme un train qui prend de l'élan, le rythme de ses mots impitoyable et précis. Mais alors qu'il s'apprêtait à prononcer son dernier mot, le garçon passa à l'action. Les épaules d'Elijah se redressèrent, le menton levé, avec la détermination de quelqu'un qui avait déjà traversé le feu et en était ressorti. Ses yeux lançaient des éclairs de défi que seuls les désespérés pouvaient exprimer. Sa main se leva brusquement, ses doigts claquant 3 fois de suite. Le bruit était sec comme le craquement d'un verre, et il trancha le silence tendu de la salle d'audience. Des halètements résonnèrent dans la galerie, mais leur choc n'était rien comparé à ce qui se passa ensuite. Au signal, le chien se libéra du côté du garçon, les muscles se contractant. Il fonça en avant, filant devant les agents de sécurité stupéfaits avec une vitesse et une agilité qui les laissèrent trébucher sur son passage. C'était une masse de fourrure noire et de détermination pure, sa trajectoire directe et inébranlable. Les yeux de Victor s'écarquillèrent, ses mots hésitant au milieu d'une phrase, la gueule ouverte tandis que l'animal chargeait sur lui. Sa première pensée fut que le chien était une sorte d'arme, une diversion orchestrée par l'accusation ou les médias pour saboter son affaire. Mais le chien ne se jeta pas sur lui. Au lieu de cela, il s'arrêta en dérapant près de la barre des témoins, le museau crispé en poussant du coude une sacoche que Victor avait posée par terre quelques instants auparavant. Le chien aboya une fois, un son grave et autoritaire qui trancha le chaos. Son regard resta fixé sur le sac, un message plus direct et plus puissant que les mots ne pourraient jamais le transmettre. Victor fixa l'animal, son esprit s'empressant de relier les bribes de compréhension dispersées par cette interruption soudaine. La salle d'audience était un véritable chaudron de bruit et de confusion, le marteau du juge Carter claquant sans cesse, sa voix tonitruante exigeant le calme. Mais l'attention de Victor restait rivée sur le chien, le pouls battant à tout rompre. Les doigts tremblants, il s'accroupit et récupéra la sacoche, les paumes moites de sueur. En ouvrant le sac, il aperçut le garçon debout au bord de la galerie, un sourire à la fois innocent et entendu. Le gamin savait quelque chose que Victor avait manqué. À l'intérieur de la sacoche se trouvaient des dossiers, des documents que Victor n'avait pas préparés, qu'il n'avait pas l'intention de présenter au tribunal. Ses yeux se plissèrent, ses pensées explorant la possibilité que quelqu'un ait falsifié ces documents, un coup monté destiné à le discréditer. Mais dès que son regard se posa sur les mots griffonnés sur la première page, ses soupçons se transformèrent en quelque chose de complètement différent. Les papiers étaient accablants. Ils ont listé des noms, fonctionnaires, juges, officiers, magnats du monde des affaires, tous liés à un vaste réseau de corruption lié à Horizon Labs.
Corruption, dissimulation, chantage, le genre de preuve qui pourrait briser des réputations et renverser des institutions entières. Le pouls de Victor s'accéléra, sa respiration devenant superficielle et irrégulière. Son esprit explorait les implications. Le gamin lui avait livré une arme plus puissante que tout ce qu'il avait jamais tenu dans une salle d'audience. Mais pourquoi? Et surtout, comment? Rien de tout cela n'avait de sens, mais la vérité était là, le fixant à travers l'encre et le papier. Il jeta un coup d'œil à Elijah, resté au bord de la galerie, son chien docilement assis à ses pieds. Les yeux du garçon brillaient d'un mélange de soulagement et de triomphe, une expression qui trahissait celui de quelqu'un qui avait tout misé et gagné. Victor comprit que le garçon attendait qu'il agisse, qu'il saisisse l'instant avant qu'il ne lui échappe. La voix de Samuel Price interrompit la concentration de Victor, une accusation enveloppée de condescendance, exigeant de savoir ce qui se passait. La galerie bourdonnait d'une énergie fébrile, les spectateurs murmurant entre eux en essayant de déchiffrer la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Mais Victor avait déjà pris sa décision. Il se leva, le regard dur, levant les documents suffisamment haut pour que tous les voient. Sa voix résonna au-dessus de la foule agitée, chaque mot affûté par la conviction. Accuser les puissants ne suffisait pas. Il fallait révéler leurs crimes au monde entier. Alors qu'il commençait à lire les documents, détaillant les connexions et la corruption qui empoisonnaient les fondements mêmes du système judiciaire, la salle sombra dans le chaos. Mais même au milieu du tumulte, le regard de Victor ne cessait de se poser sur Elijah. Le calme du garçon était troublant, comme s'il avait toujours su que ce moment arriverait, comme s'il l'avait prévu. Le chien d'Elijah lui caressa la main, et le garçon s'autorisa enfin à se détendre, ses épaules se relâchant sous la satisfaction d'un plan accompli. La salle d'audience était devenue un champ de bataille, mais Elijah resta là où il était, observant avec l'intensité de celui qui vient de renverser le cours d'une guerre. La salle d'audience demeurait plongée dans un silence inquiétant, le poids des réputations brisées pesant lourdement dans l'air. Victor Hayes se tenait à la table de la défense, les mains tremblant légèrement, la gravité du moment pesant sur ses épaules. Marcus Grant, encore sous le choc, fixait l'endroit où son avenir avait failli s'effondrer. Le soulagement l'envahit tel un raz-de-marée, mais la peur persistait, lovée comme un serpent dans ses entrailles. Il voulait croire que c'était fini, mais les ombres dans les coins de la salle murmuraient le contraire. L'attitude sévère du juge Carter vacilla un instant, tandis qu'il assimilait l'énormité de ce qui venait de se passer. Le coup de marteau final résonna comme l'effondrement d'une illusion de longue date, la fragile intégrité du système judiciaire fissurée et exposée au grand jour. Les journalistes, enhardis par la révélation, se précipitèrent pour partir, impatients de révéler l'histoire qui allait sans aucun doute ravager la ville comme une traînée de poudre. Price resta immobile, ses ambitions brisées et réduites en poussière sous le poids de preuves irréfutables. Marcus se retrouva pris dans une étreinte féroce par Victor, l'expression habituellement stoïque de l'avocat adoucie par la chaleur de la victoire. Mais il n'y avait aucune trace de triomphe dans ses yeux, seulement une reconnaissance lasse des batailles à venir. Le réseau corrompu ne s'effondrerait pas du jour au lendemain. Il y aurait de la résistance, des représailles, et sans aucun doute, de nouveaux complots pour faire taire ceux qui avaient découvert la vérité. Marcus savait que sa vie ne serait plus jamais la même, même blanchie. Du fond de la salle d'audience, Elijah observait la scène avec un léger sourire, presque mélancolique. Son chien lui donnait un petit coup de coude, sentant la tension qui irradiait encore de la silhouette élancée du garçon. Elijah savait qu'il valait mieux ne pas s'attarder. Il s'éclipsa avant que les questions ne le rattrapent, se fondant dans le labyrinthe des rues de la ville où les ombres offraient un refuge aux regards indiscrets. Les puissants avaient peut-être perdu cette bataille, mais ils se regrouperaient, et Elijah n'avait aucune intention de se laisser prendre dans leur ligne de mire. Dehors, le ciel restait gris, lourd de promesses de pluie.
Alors que Victor et Marcus s'engageaient dans la foule chaotique des journalistes, aucun des deux ne remarqua le garçon qui les observait depuis une ruelle voisine, son chien fidèlement assis à ses côtés. Elijah ne pouvait s'empêcher de se demander si la vérité survivrait assez longtemps pour faire la différence, ou si, comme tant de fois auparavant, elle serait engloutie par la cupidité et la peur. Finalement, il ne put que disparaître, laissant derrière lui un empire de mensonges en ruine, et le faible espoir que peut-être, juste peut-être, la justice triompherait.